Les objectifs de cette présentation sont qu'on se rappelle mutuellement l'importance que revêt la coordination des programmes de tuberculose et de lutte contre le VIH dans la prise en charge optimale des patients et d'identifier ensemble les meilleures voies possibles pour améliorer l'état actuel de la situation dans ce domaine. C'est un plan qui est très simple puisqu'il ne comporte que 4 points. L'introduction sur laquelle je suis déjà, un bref survol des recommandations internationales, ou plus exactement les recommandations de l'OMS, les défis de la mise en œuvre des recommandations et enfin une conclusion. La tuberculose et le VIH-Sida sont, on le sait plus que d'autres, que ce sont des problèmes de santé publique majeurs dans le monde et en particulier chez nous en Afrique subsaharienne. Malheureusement, on ne connaît pas bien statistiquement la véritable charge de morbidité due à la tuberculose associée au VIH chez les enfants dans le monde et chez nous en Afrique. Pour une raison simple, c'est que d'abord, c'est difficile de diagnostiquer la tuberculose chez l'enfant. Ensuite, même quand c'est diagnostiqué, il n'y a pas suffisamment d'efforts qui sont mis pour notifier les cas de tuberculose pédiatrique par les programmes nationaux. Ça veut dire que les quelques données qui sont disponibles actuellement sous-estiment probablement la véritable ampleur du problème. Ce qu'on sait, c'est que l'infection à VIH et l'infection tuberculeuse exercent l'une sur l'autre un effet délétère réciproque. D'une part, parce que le VIH entraîne un effet amplificateur considérable sur la tuberculose, et d'autre part, parce que la tuberculose aggrave l'infection à VIH en accélérant l'évolution naturelle de l'infection dans le sens de la déplétion rapide des CD4. Ces deux infections accélèrent donc mutuellement leur progression et constituent ainsi le terrible cercle infernal. Et vous avez ici le classique schéma que vous connaissez bien, où donc le VIH augmente le risque de la survenue de la tuberculose active et la tuberculose elle-même augmente le risque de morbidité, de mortalité par le VIH. En tout état de cause, 13% de patients tuberculeux meurent du sida, tout comme 25% de patients VIH positifs vont décéder de tuberculose. Ah. Il était fâché. Donc, ceci nous amène à dire que l'une des priorités de la lutte antituberculeuse doit être la prévention de l'infection à VIH par un dépistage systématique de la tuberculose chez les patients infectés par le VIH. Et inversement, l'une des priorités des programmes de lutte contre le sida doit être la prévention et la prise en charge de la tuberculose. Ainsi, l'intégration des mesures de lutte contre les deux affections au niveau des équipes du terrain s'avère-t-elle indispensable pour affronter efficacement la charge de morbidité induite par ce couple infernal. C'est dans ce contexte que l'Organisation mondiale de la santé a développé et mis à la disposition des pays une politique de collaboration entre les programmes de lutte contre la tuberculose et de lutte contre le VIH dans l'objectif bien connu de réduire la mortalité liée à ces deux affections. Quelles sont ces recommandations de l'OMS? Je vais passer assez rapidement. Cette diapositive vous montre que les objectifs qui sont poursuivis sont simples à comprendre. Ils sont au nombre de 3. Il s'agit de mettre en place et de renforcer les mécanismes de collaboration pour la prestation des services intégrés tuberculose et VIH, de réduire la charge de la tuberculose chez les patients infectés par le VIH en commençant rapidement le traitement antirétroviral et enfin de réduire la charge du VIH chez les patients présumés ou diagnostiqués tuberculeux. Par rapport à chaque objectif, il y a une série d'activités. Pour le premier objectif, il y a 4 activités importantes. Pour le second, il y en a 3. Et pour le troisième, il y en a 5, ce qui fait un total de 12 activités. Et au regard de chaque activité, il y a toute une série de recommandations
et nous avons un total de 50 recommandations. Je vous passe rapidement ces diapositives que je ne commente pas pour donner juste les titres des différentes activités par rapport à la mise en place et le renforcement des mécanismes de collaboration pour la prestation des services intégrés de tuberculose et VIH. Je passe également rapidement ces diapositives relatives aux activités de réduction de la charge de la tuberculose chez les patients infectés par le VIH et celle-ci qui montre qui titre les activités en rapport avec la réduction de la charge du VIH chez les patients présumés ou diagnostiqués tuberculeux. Je passe rapidement ces diapositives parce que je vous invite tout simplement à vous reporter au document que j'ai moi-même consulté, qui m'a aidé à préparer cette présentation, qui est le document de politique de l'Organisation mondiale de la santé pour les activités conjointes de lutte contre la tuberculose et le VIH, qui est un document dont l'édition française est disponible depuis cette année. C'est donc la version la plus récente actualisée de ces recommandations, puisque pour ceux qui se le rappellent, la première version date de 2004. Il s'agit donc d'une version actualisée et c'est par rapport à cette version ou en utilisant cette version que j'ai fait la préparation de cet exposé. La partie suivante concerne les défis qu'on rencontre dans la mise en œuvre des recommandations de l'OMS. Et cette partie, je vais l'aborder en commençant par livrer les quelques défis liés à cette problématique, mais à la lumière de la situation de mon pays, le Burundi. Je suis bien obligé de me limiter dans cet exercice puisque, en fait, à chaque recommandation correspondent plusieurs défis. Et donc, j'ai voulu partager avec vous la problématique de la mise en place et du fonctionnement de l'organe national de collaboration, de coordination des activités de lutte contre la tuberculose et le VIH, la problématique de l'intégration des services au niveau opérationnel sur le terrain et enfin la problématique est liée à la prévention par l'isoniazide chez les enfants infectés par le VIH. Ces trois problématiques étant pour ma part ce qui constitue les points critiques du succès de ces deux programmes. En ce qui concerne le fonctionnement ou la mise en place et le fonctionnement de l'organe national de coordination commun des activités conjointes, l'importance d'un tel organe est évidente et tout simplement parce que c'est un organe dont le mandat ou dont les attributions ou dont les responsabilités sont extrêmement importantes. C'est cet organe-là qui, en principe, est chargé de la gouvernance, de la coordination de toutes ces activités. C'est l'organe qui va mobiliser les ressources, qui va orienter les politiques et qui va assurer le renforcement des capacités. Bref, c'est cet organe-là qui a en charge véritablement le développement et la lutte contre la co-infection VIH et tuberculose. Et sa mise en place est donc essentielle pour le succès de cette lourde entreprise. Au Burundi, cet organe existe. Seulement, il a pris quelques retards pour exister et d'entrée de jeu, je peux dire que son fonctionnement se cherche encore. Pour quelles raisons? Parce que peut-être que ce n'est pas le cas unique du Burundi. Dans notre pays, nous assistons encore au phénomène de services cloisonnés au sein d'un même ministère, au sein même d'un département ministériel. Et ce fonctionnement cloisonné est encore plus accentué lorsqu'il s'agit de collaboration interministérielle. Et chez nous, jusqu'en 2010, le ministère à la lutte contre le sida était à part
et le ministère, qui avait en charge donc la lutte contre le sida était à part, et le ministère de la Santé qui coiffait le département ou le programme de lutte contre la tuberculose était à part. Donc la collaboration entre ces deux ministères, elle était bonne globalement, mais elle était finalement beaucoup plus difficile. Heureusement, depuis cette époque, nous sommes maintenant avec un seul ministère qui coiffe les deux programmes. Et il y a donc, comme pour dire, une insuffisance ou des insuffisances au niveau de la culture de collaboration que les uns et les autres, dont les uns et les autres sommes responsables. Et donc, ce processus de mise en place a pris du temps et je ne voudrais pas jeter la pierre sur cet organe-là, sur la mise en place de cet organe-là. C'est un cadre tout à fait général, c'est une réalité que j'ai personnellement expérimentée, pas sur cette coordination, mais dans d'autres voies. C'est très difficile de mettre en place les mécanismes ou les organes de coordination. En plus de ça, quand même ces programmes ou ces comités ou ces organes sont mis en place, ils souffrent d'un manque de moyens de fonctionnement considérable et qui, par voie de conséquence, vont entraîner une faible motivation de la part des membres qui en font partie et finalement, les résultats attendus tardent à venir. Heureusement, je peux l'affirmer ici, l'organe qui est en place est en train de faire des efforts considérables et au mois de juin 2012, il a été renforcé par la mise en place d'un comité technique élargi aux structures de prise en charge et les choses évoluent maintenant positivement, mais c'est ma façon de parler. Je suis quelque part diplomate. Politicien diplomate. Le deuxième point, la deuxième problématique que je voulais partager avec vous est la question en rapport avec les modèles de prestation des services intégrés, tuberculose, VIH, qui est en fait un sous-ensemble ou le produit ou la résultante de ce que l'organe de coordination doit faire. La recommandation est relative est que les programmes nationaux anti-VIH et anti-tuberculose devraient définir le meilleur modèle de services intégrés qui permet de dispenser des services complets de qualité le plus rapidement possible et le plus proche possible des lieux de résidence des personnes co-infectées et de leurs familles. Il y a dans ce document de l'OMS 5 modèles de services intégrés qui sont décrits. Et parmi ces 5 modèles, celui qui semble être le meilleur est le modèle où les services de tuberculose et de VIH sont dispensés dans un même établissement, au même endroit et en même temps, et par le même soignant lors d'une même consultation. Un service appelé tout en un. C'est un modèle qui est séduisant, évidemment. Il prévoit que les centres tuberculeux assurent le traitement anti-VIH, que les centres anti-VIH assurent le traitement anti-tuberculeux, et ainsi les centres de soins primaires et les hôpitaux assurent les services intégrés de diagnostic et de traitement de la tuberculose et du VIH dans une même salle ou dans des salles séparées. C'est évidemment l'idéal. Il est recommandé d'en arriver à ça dans les zones à forte prévalence du VIH, comme ici, chez nous, en Afrique subsaharienne, dans des zones confrontées à un manque de ressources humaines, car il permet d'éviter la nécessité de référer les patients et d'offrir des soins les mieux coordonnés possibles. Au Burundi, malheureusement, comme dans d'autres pays de la sous-région, ce modèle idéal n'est pas encore développé. Ce qu'on a, c'est que par rapport aux patients tuberculeux, enfants y compris, il est habituel, malheureusement, que la recherche de l'infection par le VIH ne soit guère systématique. Et quand elle a lieu, les services de tuberculose orientent les patients
vers les services assurant le dépistage du VIH et de soins anti-VIH. Et les efforts qui sont en cours font que nous avons quand même un centre le plus important, le centre le plus important de prise en charge de la tuberculose, qui jouxte le programme national de lutte contre la tuberculose, assure la référence du patient vers les soins anti-VIH après avoir effectué le dépistage du VIH. Et par rapport aux patients infectés par le VIH, ce qu'on a, c'est que là aussi, la recherche d'une infection tuberculeuse n'est guère systématique. Quand elle a lieu, les services de prise en charge réfèrent le patient vers les services de dépistage, diagnostic et traitement de la tuberculose. Mais je puis vous assurer que le circuit du patient est ici ce que j'ai appelé, en référence à je ne sais qui, c'est un véritable parcours du combattant. Les services de dépistage de prise en charge de la tuberculose, les services de dépistage sont hyper centralisés. À titre d'exemple, rien que pour pratiquer l'intradermal réaction, il faut envoyer les patients au centre de dépistage. Je ne parle pas de la culture, etc. Et encore que pour l'intradermal réaction, ça ne se fait pas tous les jours. C'est 2-3 fois par semaine. Inutile de dire alors ici que ce qui est d'usage pour les cliniciens, c'est plutôt le recours au traitement d'épreuves, beaucoup plus qu'au traitement prouvé. Si les patients reviennent. Et pourtant, sans aller jusqu'au modèle tout en un, les modèles de transfert renforcé entre les services tuberculose et VIH existent bel et bien et ont montré qu'ils amélioraient de façon significative la situation en termes d'établissement du statut du VIH chez les patients infectés par le BK, l'administration de la prophylaxie au Bactrim chez les patients tuberculeux infectés par le VIH et le dépistage et le diagnostic de la tuberculose chez les personnes infectées par le VIH. Mais pour cela, ça ne se fait pas simplement. Il faut injecter les moyens nécessaires, y compris financiers. Et ces moyens financiers, au-delà des capacités organisationnelles, ne sont pas toujours au rendez-vous. Inutile de dire que nous sommes dans une période où nous sommes en crise financière au niveau mondial, que nous avons des difficultés pour pouvoir mobiliser les fonds de ce point de vue-là, et qu'au niveau bilatéral ou multilatéral par rapport à nos gouvernements, il y a des conditionnalités qui, de façon justifiée ou pas, mettent nos programmes dans une situation qui n'est pas du tout enviable. Et bien entendu, le VIH et la tuberculose, eux, en profitent allègrement en tuant ceux qui en sont infectés. Le dernier point que je voulais aborder est en rapport avec la prévention de la tuberculose par l'isoniazide chez les enfants, chez les patients infectés par le VIH. Chez les patients infectés par le VIH, l'intérêt d'assurer la prévention par l'INEH est globalement, unanimement reconnu aujourd'hui. Des études ont été menées, particulièrement chez l'adulte, mais on en dispose également chez l'enfant. Et ces études montrent que le traitement préventif à l'isoniazide permet de réduire efficacement l'incidence de la tuberculose et la mortalité imputable à la tuberculose chez les patients vivant avec le VIH. Et je vois Alain pédaler, mais ceci peut être sujet à débat, mais les études qui attestent l'intérêt de la prévention chez l'enfant existent bel et bien. C'est pour cela qu'aujourd'hui, cette activité de fournir, de donner, de prévenir par l'INEH la surveillance de la tuberculose fait partie intégrante des recommandations données aux services intégrés offerts aux patients infectés par le VIH. Et malheureusement, au Burundi, cette activité n'est pas encore
autorisé. La raison avancée est qu'il pourrait survenir, cela favoriserait l'émergence de résistance à ce produit, lequel est à la base du traitement antituberculeux. Et comme je le disais, pourtant, administrer ce traitement préventif à l'INH n'accentue pas le risque de développer une tuberculose résistante à l'isoniazide. Et que par conséquent, les craintes quant au développement d'une résistance à l'INH ne devraient pas empêcher l'administration d'un traitement préventif à ce produit-là. Au Burundi, la sensibilisation est en cours. Et il y a maintenant des services qui ont commencé, ou qui devraient avoir commencé, cette activité, et on va évaluer cela au bout d'une année. Le Burundi, maintenant, je m'achemine vers la conclusion en généralisant mon exposé sur l'Afrique francophone. Je m'aide par rapport à ça d'un rapport d'un atelier que j'ai eu à disposition relativement à un atelier qui a eu lieu à Lomé, c'était au début de cette année, organisé par l'OMS et le CDC. Il regroupait 12 pays francophones d'Afrique centrale et de l'Ouest, et c'était une réunion de coordonnateurs de programmes de tuberculose et de VIH, et de responsables de suivi et d'évaluation et de la société civile. Cet atelier était articulé autour des directives OMS sur le système intégré de suivi du patient pour les soins VIH et la co-infection tuberculose-VIH. Et qu'est-ce que cet atelier a démontré? Il a démontré que les progrès en matière de lutte contre la co-infection sont encourageants, mais lents, en Afrique francophone. Les politiques élaborées ne sont pas toujours mises en œuvre. La prise en charge de la tuberculose chez les PVVH ainsi que le contrôle de l'infection sont négligés, que malgré les progrès importants dans la mise en œuvre des activités de collaboration, la mise en œuvre reste très pauvre dans la plupart des pays participants à l'atelier, et que le passage à l'échelle des activités de collaboration tuberculose, VIH sont possibles, comme l'ont démontré un certain nombre de pays, et que, heureusement, à l'issue, ou en tout cas à la faveur de cet atelier, tous les pays ont élaboré ou révisé un plan d'action pour renforcer ces activités de collaboration, et que l'OMS s'est engagé à faire le suivi de l'état d'avancement de ces activités. En conclusion, la coordination des activités tuberculose-VIH est importante parce que les interventions réalisées sont nombreuses et efficaces. La prophylaxie au Bactrim réduit de 50% la mortalité. Le traitement antirétroviral précoce réduit également la mortalité de 50%. La détection et le traitement de la tuberculose est importante parce que non traiter la tuberculose devient rapidement fatale. La provision de la prévention par l'INH est responsable, entraîne une réduction de l'incidence de la tuberculose de 50%. Provision en matière de traitement antirétroviral réduit l'incidence de la tuberculose de 50 à 80%. C'est donc extrêmement important de développer cette collaboration et les résultats sont là. Quand il n'y a pas cette collaboration, quand il n'y a pas ces efforts-là, eh bien, les patients qu'on aurait pu sauver, ils meurent. Donc, la mise en place de cet organe est l'alpha et l'oméga des actions de prise en charge optimale du patient co-infecté. L'intégration des services est une nécessité absolue. Les défis pour y parvenir sont nombreux, mais le pari est tout à fait jouable. Et je crois que je suis à la fin de ma présentation. Je vous remercie de votre aimable attention.